Merci Céline et donc merci au GIS Optima pour sa confiance qui m'est accordée pour animer cette première table ronde. C'est aussi donc une première pour moi, je n'ai encore jamais animé de table ronde au sein des EIT, mais la démarche a l'air structurée, rodée. Donc en avant, on se lance. Alors, destination touristique et transition, quelle pratique innovante de gouvernance? Donc là, on est sur un sujet qui tombe sous le sens justement quand on réunit les managers publics et les managers du tourisme. Les transitions, elles sont nécessaires au niveau de nos destinations touristiques qui sont face à des enjeux, on en a parlé ce matin, qui sont nombreux, enjeux économiques, enjeux sociétaux, enjeux environnementaux. Donc on va échanger sur les pratiques de gouvernance qui permettent aux destinations d'envisager leur transition face à ces enjeux. Et ces pratiques, on peut les qualifier d'innovantes. Allons-y. Le management de l'innovation dans les collectivités locales en 2 minutes. Le management de l'innovation publique, c'est quoi? Le management de l'innovation publique est l'ensemble des actions conduites, des choix effectués et des structures et techniques mises en œuvre dans le but de favoriser l'innovation publique. Ce management est fonction des différents stades de développement de l'innovation, à savoir sa création, son adoption, son implémentation et son institutionnalisation. Deux composantes fondamentales structurent le management de l'innovation publique. La première a trait à la définition des objectifs, principes, finalités et à la sélection des moyens, des ressources et des dispositifs qui vont encadrer le processus d'innovation. La seconde concerne les actions d'animation, d'implémentation et de pilotage des processus d'innovation. Dans le cadre d'une innovation de plus en plus ouverte et interorganisationnelle, le management des interactions et des collaborations représente ainsi un enjeu fondamental en développant un écosystème d'innovation. Ce dernier regroupe ainsi un ensemble d'acteurs, d'organisations qui interagissent en faveur de l'innovation publique. Le management de cet écosystème public vise à impulser et accompagner le processus complexe d'innovation en matière de services et de politique publique. Pourquoi manager l'innovation en collectivité? L'innovation apparaît aujourd'hui comme la principale voie d'amélioration de l'efficience de l'action publique, mais aussi de sa qualité. Elle semble ainsi répondre à deux enjeux majeurs. En interne, elle permet d'améliorer le fonctionnement des collectivités. D'un point de vue RH, elle concerne alors l'ensemble des dispositifs permettant de générer autonomie, créativité ou encore prise de risque des agents. Elle peut aussi concerner différents domaines de gestion comme la stratégie, le marketing, la gestion de projets ou encore les nouvelles technologies où les marges d'amélioration sont encore importantes dans les collectivités locales. En externe, l'innovation permet d'adapter la qualité des services publics, à la fois en réponse au contexte contraint, mais aussi à l'évolution des besoins de la population. Pour répondre à ces deux enjeux, il semble nécessaire de manager un ensemble complexe d'interactions entre les divers acteurs de l'innovation, entreprises, universités, établissements de recherche et décideurs, autour de la réalisation d'une vision et d'une stratégie commune au sein d'un territoire. Ce management peut alors passer par la création d'une communauté stratégique d'intérêts et de valeurs structurées en réseau autour d'un leader public. Il peut aussi consister à favoriser la capitalisation et la diffusion de connaissances et, plus généralement, les apprentissages et l'intelligence collective. Comment mettre en œuvre le management de l'innovation en collectivité? Bien que plébiscitées, les innovations ont du mal à s'implanter et produire des résultats significatifs au sein du secteur public, ceci pour deux raisons principales. Un contexte organisationnel local peu favorable à l'innovation, souvent marqué par la rigidité des procédures, un fonctionnement vertical ou des structures cloisonnées. La complexité de l'innovation elle-même, en s'appuyant sur des interactions multiples nouées entre une diversité de parties prenantes. Dans ce contexte, l'innovation ne s'invente pas, elle se manage. Comment? En s'appuyant sur des dispositifs formels et des principes de pilotage et d'animation. Les dispositifs et les techniques formelles stimulent et soutiennent le processus d'innovation. On trouve ainsi des structures de type Living Labs ou Fab Lab, Makerspace, espaces de coworking, plateformes technologiques, mais aussi des événements d'innovation tels que des concours, des hackathons, des maker faire qui favorisent la créativité, l'exploitation de l'intelligence collective et l'accès à des ressources multiples.
Le management de l'innovation regroupe aussi les stratégies et les actions visant à générer une culture et des comportements favorables à l'innovation, la transversalité, des comportements collaboratifs, l'ouverture et la prise de risque. Ce management concerne à la fois l'interne et l'externe de la collectivité, notamment en prenant en compte les besoins et avis des usagers. En conclusion, le management de l'innovation semble constituer une démarche importante dans le contexte local actuel en favorisant la transformation de l'action publique de manière ouverte et partagée. Cependant, compte tenu de sa complexité et de son originalité, un certain nombre de questions restent en suspens. Quels sont les outils mobilisables pour innover en collectivité? Quel rôle pour les différents acteurs publics dans ces processus d'innovation ouverts et collaboratifs? Quelles nouvelles compétences et fonctions doivent développer les agents publics dans ce cadre? Voilà, donc la vidéo a posé le cadre de notre réflexion pour cette première table ronde. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Céline, je suis le président de l'Association française de management du tourisme, mais par ailleurs, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan via Domitia et plus particulièrement au sein de son IAE. Donc, je suis maître de conférences en sciences de gestion et du management et habilité à diriger des recherches. Alors, je vais appeler les trois contributeurs à cette table ronde. Monsieur Patrick Cerveau, président général de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMIH. Et donc, Monsieur Cerveau, on vous invite à prendre place et vous nous exposerez ensuite vos réflexions sur le sujet de l'accompagnement de la refondation de la gouvernance de la destination Réunion avec l'idée du renforcement de la coopération interne et externe. On vous donnera la parole juste en suivant. Je vais appeler ensuite Madame Émilie Lauré, qui est responsable cellule marketing territoriale et appui à l'international au sein du service internationalisation des entreprises de la direction de l'attractivité du territoire à la région Réunion. Vous interviendrez sous le titre « Accompagner les politiques touristiques par la transversalité des filières économiques vers un modèle d'attractivité durable ». On retrouve ce mot-clé de l'attractivité dans vos deux prises de parole, qui est un concept cher effectivement à ceux qui s'intéressent au management du tourisme. Et ensuite, Madame Mathilda Zénagadin, directrice tourisme et espace naturel au département de la Réunion. Et vous nous exposerez vos réflexions sur la valorisation et la préservation des destinations touristiques, comment gouverner les paradoxes, les initiatives prioritaires du département de la Réunion. Sans plus attendre, j'invite Monsieur Patrick Cerveau, donc de l'UMIH, et je lui transmets le micro pour ses réflexions et sa présentation. Très bien, vous préférez que je reste debout, c'est ça? Bon, bon, je peux rester debout alors. Voilà. J'ai pas prévu de cours magistral pour cet après-midi, mais je voulais partager avec vous quelques expériences. Vous dire d'abord qui je suis, hein, qui suis-je. Je suis un autodidacte du secteur du tourisme. Il y a une trentaine d'années, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais été dans le secteur du tourisme. Et en fait, la vie, c'est un ensemble de hasards. J'ai eu l'occasion de travailler un peu par hasard également à la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. C'était il y a une quarantaine d'années maintenant. Et j'avais en charge les formations. Et puis en ouvrant le journal papier à l'époque, tous les matins, je voyais recherche agent de comptoir, recherche agent de comptoir. Je me suis dit, c'est quoi un agent de comptoir? J'ai regardé, je me suis dit, voilà une piste pour permettre à des jeunes réunionnais de trouver du travail. Donc on a fouillé un peu les référentiels et on a monté une première formation d'agent de comptoir à l'époque avec des stages en Angleterre ou en Allemagne avec un partenariat avec American Express. Et donc ça a été la première formation tourisme dont j'ai eu la charge. D'ailleurs, je vois quelqu'un ici, où est-ce qu'elle est passée? Sa sœur était de
cette promotion-là. Elle est là. Voilà, donc elle sait bien que je ne mens pas. Et bon. Par la suite, on avait décidé, la Chambre de commerce, de créer un établissement de formation au métier de la cuisine, notamment de la restauration, le Centaure. Et j'avais été associé au projet. Et en 1990, on a livré cet établissement. Et puis je m'en suis éloigné. Je devais quitter la Chambre de commerce un peu plus tard. Et puis au moment de partir, le président de l'époque m'a dit: Patrick, j'ai besoin de toi, il faut que tu restes. Jacques Chirac vient à La Réunion dans quelques jours. Je n'ai pas de directeur pour l'établissement. Est-ce que tu veux? Je dis: ben, je vais réfléchir. Et puis j'ai jamais donné de réponse, hein. Le directeur général m'a appelé pour me dire: Patrick, il faut qu'on se voit. Bon, finalement, on a négocié. Et puis je me suis retrouvé à un moment directeur du Centaure. Et quelques jours plus tard, j'ai accueilli Jacques Chirac dans l'établissement. J'ai fait mon petit tour, 4 ans au sein de l'établissement, mais j'avais envie de changer d'air. J'avais envie de voler de mes propres ailes. J'avais besoin de défiscaliser également. Et c'est là que je me suis mis à construire un établissement. Et j'ai quitté définitivement la Chambre de commerce pour construire mon établissement. C'était en 2004-2005. Et on a démarré, c'est là que j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, chikungunya. Voilà. On est arrivé en 2005 avec cette première crise du chikungunya, avec les conséquences que vous devinez. Et puis les années ont passé. Et puis un jour, on m'appelle, on me dit, on était en 2010, on va renouveler l'équipe de l'île de la Réunion Tourisme et on aimerait que tu sois dans le conseil d'administration parce que tu es hôtelier, tu es propriétaire de ton établissement et en fait à La Réunion on a peu d'hôteliers, on a beaucoup de salariés mais on a peu de propriétaires exploitants. Donc je me suis retrouvé au conseil d'administration de l'île de la Réunion Tourisme, à la commission d'appel d'offres, où j'étais suppléant de ma présidente qui était en même temps sénatrice. Mais ma présidente, elle était souvent à Paris, moi j'étais souvent à La Réunion, dans les locaux de l'IRT. Et finalement, j'ai été adopté par le personnel de l'IRT. Et lorsque ma présidente a souhaité rendre ses 2 tabliers de sénatrice et de présidente de l'IRT, les regards se sont portés vers moi et je me suis retrouvé entre 2014 et 2016 président de l'île de la Réunion Tourisme, donc le comité régional de tourisme de la Réunion. Voilà. Et puis ensuite j'ai tourné la page et l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, qui regroupe hôteliers, restaurateurs, établissements de nuit, battait un peu de l'aile. Et des collègues m'ont appelé pour me dire: Patrick, est-ce que tu ne voudrais pas prendre en main l'UMI? Bon, pourquoi pas? Bon, j'ai accepté, et puis je me suis rendu compte le jour de l'Assemblée générale, quand elle était terminée, que bon, c'était un sacré challenge, puisqu'on n'avait plus un euro en caisse, on avait des dettes, et qu'il fallait faire repartir l'outil, et donc il est reparti. Quelques années plus tard, j'ai un appel de Thierry Marx qui me dit: Patrick, j'aimerais que tu sois dans mon équipe. Ah, ça m'a fait chaud au cœur, hein, de savoir qu'un Thierry Marx que je ne connaissais pas spécialement, il voudrait que je sois dans son équipe. Et il a souhaité que l'Outre-mer soit associé à la gouvernance de l'UMI. Et donc j'ai été nommé puis élu au directoire de l'UMI, avec une mission sur l'ensemble du territoire national, puisque j'ai en charge notamment la formation. Je représente l'UMI au conseil d'administration d'Acto, qui est le principal opérateur de compétences de la branche. Je suis à la commission paritaire nationale pour de l'emploi, de l'hôtellerie-restauration, et je siège également à la section paritaire permanente de l'hôtellerie-restauration. Donc ça m'a permis d'avoir une dimension nationale sur cette mission-là. Alors vous dire 2 mots. Qu'est-ce que c'est que l'UMI? L'UMI, c'est une vieille dame qui a 79 ans, qui est l'une des plus grosses organisations patronales françaises, avec 35 000 entreprises adhérentes. Et notre mission est de faire l'interface
entre le monde de l'entreprise et je dirais tout l'environnement du secteur de l'hôtellerie restauration. Mon temps est limité, c'est ça? Oh bon, ça va. Ça va. Je vais vous dire des choses intéressantes après. Bon. Ouais. Très très bien, il en faut. Euh, voilà. À La Réunion, nous avons à peu près 300 entreprises adhérentes, des restaurateurs, des hôteliers, des cafés, bars, établissements de nuit. Et nous sommes la seule organisation patronale à être présente, puisque il y avait une deuxième organisation qui voulait se lancer, et puis elle avait de moins en moins de membres. Le dernier membre, je crois que c'était le président, mais qui a disparu. Et donc aujourd'hui, nous sommes les seuls. Et nous avons eu une pesée il n'y a pas longtemps au niveau national, et nous sommes majoritaires seuls majoritaires, ce qui nous permet de négocier plus facilement avec les partenaires sociaux sur les conventions collectives, sur les salaires, sur les conditions de travail. Nous venons de mettre en place une conventionnelle, ça aussi c'est de l'innovation, une conventionnelle de formation qui nous permet de financer davantage la formation de nos collaborateurs, au-delà de ce qui est obligatoire sur le plan réglementaire, mais également de financer le paritarisme sur ces fonds-là. Donc nous démarrons cette année la mise en place de cette conventionnelle formation. L'UMI est le partenaire de nombreuses organisations. Nous sommes membres du comité régional de tourisme qui s'appelle encore un petit peu Île de la Réunion Tourisme, qui est sous forme associative pour l'instant. Il y a un établissement public qui vient de se créer. Pour l'instant, il y a un tuilage entre l'établissement public qui s'appelle Comité réunionnais du tourisme, c'est un clin d'œil au CRT, hein, et l'association qui a accueilli en son sein la Fédération réunionnaise du tourisme. Nous sommes partenaires également des administrations. Quand il y a eu la crise Covid, nous étions au charbon tous les jours, y compris le dimanche parfois, pour assurer la survie de nos adhérents et de ce secteur-là. Quand je vous quitterai tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec le DETS, le directeur du travail, c'est comme ça qu'il s'appelle Outre-mer, pour parler des métiers en tension, pour parler des conditions de travail, pour parler d'un certain nombre de choses qui touchent le secteur. Tous les jours, nous sommes sur le pont pour faire avancer nos métiers. Ce que j'aurais souhaité, c'est peut-être ça qui est important, c'est que nous soyons davantage avec d'autres acteurs pour parler du secteur du tourisme. Je trouve que nous, qui sommes au quotidien, sur le terrain, dans nos entreprises, je pense que nous n'avons pas assez voix au chapitre. J'ai beaucoup de respect pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, qui ont investi des moyens, qui ont hypothéqué leurs biens parfois, et c'est pas Gérard Zilli au fond? Non? Si? Ah bon, d'accord. Bonjour Gérard. Et qui font tourner cette économie. Le secteur du tourisme à La Réunion, Gérard, c'est le premier secteur à l'exportation pour La Réunion. Nous sommes devant la canne à sucre, devant l'agriculture d'une manière générale. Nous employons aujourd'hui environ 15 000 emplois. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous avons des espoirs de création d'emplois pour les jeunes réunionnais. Un volet de l'UMI, puisqu'on doit parler d'innovation. Vous savez qu'on est à l'ère du développement durable. C'est un mot qui est à la mode. Parfois, on ne sait pas ce qu'on met derrière le terme de durable. Là, on met un peu de tout à n'importe quoi. Vous savez que la réglementation sur les ordures, sur la gestion des déchets est de plus en plus stricte. Nous venons d'embaucher une jeune collaboratrice, une jeune ingénieure, en partenariat avec l'ADEME, pour aller à la rencontre des entreprises, pour les conseiller sur la gestion des ordures. Comment gérer ces déchets ultimes, comment gérer le recyclable, comment gérer surtout ces biodéchets pour que ça ne soit pas un poids
pour l'entreprise. Et notre objectif, c'est au cours de cette année de créer des fiches sur les bonnes pratiques entre type d'entreprise par type d'entreprise, parce qu'une entreprise avec un hôtel avec 150 chambres, 2 gros restaurants, n'a pas les mêmes contraintes qu'un petit restaurant de ville. Voilà. Donc nous allons créer des fiches pour que nos restaurateurs puissent, et nos hôteliers puissent respecter ce cahier des charges. Voilà. Voilà un petit peu pour... bon, je ne sais pas si au niveau timing, c'est parfait là. Bah écoutez, conclusion, je ne sais pas s'il y aura, il y aura conclusion, mais vous dire que nous essayons d'être un acteur responsable au sein de l'économie réunionnaise, en particulier du secteur du tourisme. Nous avons un volet formation qui est aussi important. Nous avons une structure qui s'appelle UMI Formation, qui est une SAS qui est basée à Paris avec des antennes dans l'ensemble des départements. Et nous venons accompagner les entreprises sur le permis de former. Parce qu'on n'accueille pas un apprenti comme ça dans son entreprise si on ne sait pas comment le former. Le permis d'exploiter sur l'hygiène, sur beaucoup de secteurs. Et je vois que vous êtes pressé de récupérer le micro. Non, j'acquiesce à vos conclusions avec le sourire. Voilà. Donc je vous rends la sucette, quoi. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Cerveau, pour vos mots qui appellent justement quelques commentaires positifs justement pour aller dans le sens des messages que vous avez transmis. Bah, tout d'abord, votre souhait d'être réuni avec d'autres acteurs pour parler du tourisme, eh bien, on y est. Hein. Voilà, je peux représenter le monde académique, mais d'autres acteurs du territoire sont là. Donc justement, prenons justement le temps d'en parler, ce qu'on est en train de faire et de mettre en œuvre. Ensuite, j'ai fortement apprécié votre précision sur les particularités des petites structures des entreprises telles que les petites entreprises, hein, les PME, puisqu'effectivement, elles ont des spécificités qui nécessitent que les outils soient adaptés à leur fonctionnement. Et c'est vrai que dans notre travail d'universitaire, on cherche aussi à produire des connaissances qui soient adaptées aux spécificités des structures, et notamment les PME. Et puis, après, j'ai appris des choses. Voilà, effectivement, le tourisme devant l'agriculture ici à La Réunion, donc c'est un secteur fort qu'il faut accompagner dans sa gouvernance pour ces transitions. On va enchaîner donc avec la deuxième prise de parole. On va accueillir au pupitre Madame Émilie Laurette, pardon, Émilie Laurette. Une autre spécificité effectivement de la destination Réunion, effectivement, donc Madame Émilie Laurette, responsable de la cellule marketing territoriale et appui à l'international au service internationalisation des entreprises, direction de l'attractivité du territoire à la région Réunion. Donc, je vais lancer votre diaporama qui s'affiche ici. Donc, vous l'avez en accès et en passant avec les flèches, vous pourrez passer d'une diapositive à l'autre. Voilà, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, sachant que c'est un exercice qui est assez nouveau pour moi. J'ai tendance dans la gestion de projet à être dans le back-office. Et je suis tout aussi ravie de pouvoir revenir ici à l'IAE parce que ça fait cette année 10 ans que j'ai passé mon master en ingénierie du tourisme. Et en me repenchant sur cette thématique, je me suis rendu compte que la thématique de mon mémoire, il y a 10 ans, portait sur l'attractivité de l'offre touristique à travers les routes thématiques. Je n'y ai pas fait forcément écho, je m'en suis rendu compte après avoir longuement réfléchi, mais c'est un clin d'œil qui montre que finalement, ces réflexions n'ont jamais été si loin de mon parcours professionnel. Alors effectivement, aujourd'hui, je travaille à la région depuis 10 ans. Hein. J'ai fini mes études et j'y ai poursuivi ma carrière. Et j'ai commencé au service tourisme à l'époque. Et au fur et à mesure, on a basculé sur une notion plus large que le tourisme et qui concernait finalement toujours la promotion du territoire, mais à plus grande échelle, celle de la promotion économique et qui touchait de l'attractivité de nos territoires. Et on s'est vite rendu compte que dans le cadre de nos missions, la transversalité, elle était quasi automatique et naturelle, bien que très compliquée à mettre en place pour la réussite de nos projets. Et notamment, même en ayant quitté le tourisme il y a quelques années, je me suis rendu compte que la filière n'était pas si éloignée de nos thématiques économiques. Alors, je vais commencer par une citation.
sur la force d'un territoire qui, finalement, c'est le récit collectif d'un territoire qui fait sa force. Et si parmi vous, je vous pose la question de fermer les yeux et d'imaginer ce que c'était la réunion idéale, qu'est-ce que certains d'entre vous me répondraient? Alors, on aurait entre ceux qui découvrent la Réunion depuis quelques jours et ceux qui y sont depuis de nombreuses années. Alors, peut-être que certains d'entre vous me parleront du Piton de la Fournaise, parce qu'ils auront vu les magnifiques clichés ce matin dans l'IAE. D'autres me parleront de plages, de marchés forains avec ses fruits et ses légumes tropicaux. D'autres de maisons créoles à l'architecture, comme vous pouvez le voir sur la rue de Paris, près de l'IAE. Et finalement, ce qu'on retiendra vraiment, c'est pas seulement ces paysages ou cet art de vivre, mais c'est des moments de partage, des moments de vie avec nos collègues, des souvenirs avec nos familles, nos amis. Et finalement, ce sont des histoires qu'on va partager et qu'on va pouvoir transmettre. Parce qu'au fond, selon moi, ce qui va rendre un territoire inoubliable, c'est ce qu'il va raconter et ce qui va faire vivre à ceux qui le découvrent. Et ce, parfois, même en n'étant pas un visiteur touristique. Et donc, j'en suis arrivée à me questionner et à me demander si finalement le tourisme, ce n'était pas l'affaire de tous. Parce que si je vous montre ces 4 visuels, vous apercevrez un festival de musique qui est assez connu depuis de nombreuses années à La Réunion, qui s'appelle le Sakifo, et qui aujourd'hui est en partenariat avec des acteurs touristiques, parce qu'on considère qu'un festival culturel, et ce n'est pas propre à La Réunion, va pouvoir générer une curiosité, tant par les artistes internationaux qui vont pouvoir venir en concert et qui vont peut-être parfois ramener des familles ou des amis et qui vont donner un avant-goût, même sur leurs réseaux sociaux parfois, de la beauté de La Réunion. Sur votre droite, vous allez avoir le marché forain, donc qui est une pratique commune et historique à La Réunion, beaucoup appréciée des touristes, et qui finalement permet de faire découvrir la qualité et la beauté de nos fruits tropicaux, qui parfois et souvent s'exportent en hexagone. Si je prends la filière des énergies renouvelables, vous avez depuis quelques mois un aéroport international de La Réunion qui est un aéroport bioclimatique et qui a permis de mixer les énergies renouvelables et la filière avec la première porte d'accueil des touristes à La Réunion. Et enfin, on est sur la dernière photo sur l'Office de tourisme de Saint-Gilles-les-Bains qui a su brillamment utiliser l'espèce invasive, le goyavier. Et, ma collègue du département pourra peut-être le développer après, mais qui a utilisé cette espèce invasive pour faire une évolution dans la création de mobilier en bois de goyavier. Goyavier que certains d'entre vous ont peut-être mangé au repas tout à l'heure avec le fromage. Et donc, en ce sens, le tourisme, ça va être l'affaire de toutes les filières, et parce qu'elle génère finalement presque naturellement une certaine transversalité, et elle va permettre cette transversalité, d'améliorer l'offre touristique tout en répartissant finalement les bénéfices économiques sur l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on en a beaucoup parlé ce matin et je vais vite y passer. On a des grands défis que je ne vais pas vous rappeler. Je pense que vous les connaissez tous très bien. Aujourd'hui, on a un impératif de durabilité et de résilience, même si on a encore quelques difficultés à la mesurer, avec des nouvelles attentes de nos visiteurs qui sont toujours à la recherche d'authenticité. Et la complexité de définir l'authenticité et les attentes de nos visiteurs, elles se questionnent encore. Et un monde hyper connecté où les destinations sont toutes concurrentes entre elles. Et en un seul clic, aujourd'hui, je peux décider d'aller au Portugal, à Bali, à La Réunion ou encore à Maurice. Si je vous montre toutes ces photos, certains peut-être me diront que sur la deuxième photo, on est peut-être en Normandie, que sur celle du récif corallien, ça pourrait représenter le récif corallien maoré ou le récif corallien australien, pourquoi pas. Et puis sur la dernière photo, peut-être qu'on se retrouverait aux Maldives ou aux Seychelles. Bah, rassurez-vous, ce sont toutes des photos de La Réunion. Et ces images montrent très bien qu'on a besoin de se démarquer parce que parfois, on croit et on est persuadé que notre offre est différente. Et finalement, si on s'en réfère uniquement à ce qui existe en termes de ressources, on n'est finalement pas si différent. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour se différencier. Et face à ces défis, quand on a travaillé le marketing territorial de la destination Réunion, volontairement en dehors du tourisme, on s'est rendu compte qu'on avait un contexte insulaire qui nous rendait de facto vulnérables. Vulnérables parce qu'on dépend, comme il a été dit ce matin, de l'aérien. On n'a pas de bateau qui arrive et qui pourrait nous sauver. Le jour où on a un choc structurel, comment on fait ? Est-ce qu'on arrive à se nourrir ? Est-ce qu'on arrive à
à continuer à vivre. Et cette vulnérabilité, de facto, elle oblige et elle contraint le territoire réunionnais à avoir une maîtrise encore plus grande que les autres territoires de ses ressources. Et c'est un besoin presque naturel. Aujourd'hui, à la région, on est quasiment à plus de 90% d'autonomie alimentaire, ce qui est très bien, avec une filière agricole qui travaille beaucoup à se structurer, mais ce n'est pas suffisant. Et finalement, cette vulnérabilité et ce besoin de maîtrise des ressources amènent constamment à ce que le territoire trouve des solutions. Et ce matin, on en rigolait avec certains collègues d'une phrase qui disait qu'on n'avait peut-être pas cette facilité à innover. Au contraire, je pense qu'on peut innover encore plus avec ces contraintes à La Réunion pour une attractivité durable. Parce que la durabilité aujourd'hui, à La Réunion, pour moi, elle ne se discute plus. Elle est quasiment obligatoire parce qu'on a cette maîtrise de ressources qui est vraiment nécessaire et quasi obligatoire. Ce qui nous a amené à commencer au niveau du service à construire une stratégie d'attractivité territoriale pour, dans un premier temps, influencer positivement l'image de La Réunion. Certains d'entre nous, de nos compatriotes hexagonaux et internationaux, ne savent toujours pas aujourd'hui positionner La Réunion sur une carte. Ça fait 12 ans que je travaille dans le tourisme. C'est toujours assez surprenant quand je me rends en hexagone sur un salon de voir c'est où La Réunion, est-ce que vous êtes dans les Antilles? Et j'en passe les clichés multiples et variés qu'on peut avoir sur la destination. Et du coup, cette stratégie, elle visait au premier abord à agir positivement du coup, sur les valeurs perçues pour faire évoluer. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait réussi presque naturellement à mobiliser et à fédérer les acteurs. Et que le Réunionnais, qu'importe sa filière ou sa filière de façon générale, il devenait un ambassadeur. Et face à cette réflexion, on s'est dit qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie de marketing territorial pour être un peu un catalyseur stratégique. Comment on fait pour être reconnu quand une entreprise doit passer 1 heure de rendez-vous à parler pendant une demi-heure du positionnement de La Réunion, qu'on était une île française avec des normes, une réglementation, qu'on était crédible. Et finalement, il restait une demi-heure pour cette start-up, notamment pour vendre son business. Et ça, ce n'est pas normal comparé à un territoire hexagonal. On s'est appuyé sur pas mal d'exemples, notamment celui de la Toscane en Italie, qui a su construire une offre touristique grâce à une histoire médiévale, à une culture de la vigne, à un héritage autour de la céramique, la gastronomie italienne qu'on connaît bien, et qui a réussi finalement à mixer toutes ces filières qui pourraient, indépendamment, ne pas travailler ensemble. Et on a réussi à créer en Italie, en Toscane, des itinéraires touristiques de visite qui vont mobiliser tous les acteurs touristiques. Et quand on s'est questionné sur pourquoi ça avait fonctionné, pourquoi ça existait, on revient finalement au storytelling et au récit territorial qui va permettre de donner du sens et d'engager à travers cette quête de sens toutes les filières. Parce qu'on a une identité qui est partagée, une authenticité et une immersion, donc on répond là à quelques grands défis, et une cohérence dans l'action. Si tout le monde est solidaire et se met main dans la main pour pouvoir construire une offre autour de notre histoire, de nos valeurs, on voit tout de suite que le produit fonctionne toujours beaucoup mieux. On a parlé souvent de la Bretagne, qui est un exemple dont on s'est beaucoup inspiré quand on a construit cette stratégie de marketing territorial. Et la Bretagne a beaucoup utilisé son côté celtique, son côté, je fais écho à la forêt de Brocéliande avec Merlin l'Enchanteur, etc., pour arriver à utiliser ces ressources qui peuvent générer de l'activité touristique au travers de campagnes de marketing territorial, celles que vous voyez à droite, qui avaient été affichées dans les métros parisiens pour inciter les Parisiens à changer le cap et à aller à l'ouest, pour venir habiter, parce que la Bretagne avait à l'époque besoin d'emplois et d'un vivier et d'habitants. Passer à l'ouest, c'est ça, une très très belle campagne de marketing territorial. Et moi, je suis personnellement fan de football, avec une actualité qui est très agréable en ce moment. Et en parlant de récit territorial et de récits et d'histoires à partager, je me suis souvenue de l'hymne des Lensois. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, à chaque mi-temps, vous avez 33 000 spectateurs dans le stade de Lens qui chantent à voix haute « Au nord, c'était les corons ». Je vous passerai le chant volontaire de ma part pour vos oreilles, mais vous vous imaginez du coup toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour de ce chant qui finalement rappelle l'histoire de la ville de Lens, les mines de charbon et toute l'histoire de
d'un peuple qui a fait ce travail dans les mines. Et on avait des témoignages de personnes qui disaient qu'on n'était pas lensois. On nous avait conseillé de venir à un match et on s'est retrouvés à demi-larmes en train de chanter finalement cette chanson comme si on avait été supporters toute notre vie. Et c'est là où le récit territorial, pour moi, il fonctionne bien et peut être mis en avant. Aujourd'hui, je considère qu'il y a 3 grandes filières qui font écho à ce à quoi je réfléchis. L'agroalimentaire, naturellement. Mais naturellement ne veut pas dire que ça se fait simplement. Aujourd'hui, on a toujours des difficultés à mobiliser les acteurs de l'agro avec cette activité touristique. Et ça rejoint ce que M. Cerveau disait, c'est qu'à un moment, les acteurs, il faut qu'ils travaillent ensemble et qu'ils trouvent le petit détail qui font que ça nous rassemble. Et aujourd'hui, pourquoi on est fiers d'être réunionnais? Parce qu'on est très content d'avoir cette agriculture qui est là et qui résiste et qui aussi est extrêmement de qualité. L'artisanat et la culture, l'exemple toscan vous le montrez bien, et l'événementiel et le sport. On a une course mythique à La Réunion qui s'appelle la Diagonale des Fous. Et il y avait une étude qui avait été portée par l'île de La Réunion Tourisme à l'époque et qui montrait les retombées économiques indirectes que ça générait d'organiser une telle course de trail à La Réunion. Je laisserai peut-être mon collègue qui maîtrise mieux au niveau de l'Observatoire du tourisme. Mais en tout cas, ça faisait écho naturellement à cette transversalité de filières et qui finalement va tendre vers un modèle durable et collectif parce qu'on retrouve cette qualité, cette authenticité, ce partage de la valeur et cette résilience. Résilience parce que même si on a du mal à la mesurer, on sait très bien qu'elle est là, avec tout ce qu'on vient de démontrer, et que naturellement, sans la mesurer, le territoire réunionnais a cette obligation face à un choc, face à des difficultés. Le cyclone Garance, récemment, l'a très bien montré. Quand on met de la solidarité en place, qu'importe les filières, on arrive à rebondir très rapidement. Et après toute cette réflexion qui, entre guillemets, avait mené aussi à une concertation du public à La Réunion. On était allé aux 4 coins de l'île pour questionner le Réunionnais sur, pour lui, ce que c'était La Réunion. Alors, il y a eu beaucoup d'éléments touristiques qui sont revenus, mais pas que. Et on s'est aussi rendu compte que le Réunionnais, hormis son offre touristique, il ne connaissait peut-être pas ses startups. Il ne connaissait pas peut-être les innovations qui existaient sur son territoire. Celle, par exemple, qui avait permis d'avoir un test Covid local pendant la période Covid, qui avait été réalisé par des labos réunionnais. Et toute cette démarche-là, au bout de 4 ans, a amené l'année dernière à créer cette marque de territoire qui va bien au-delà d'un logo et d'un simple outil de promotion, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas utilisée dans le monde du tourisme. Par contre, on se sert de ce qui existe dans le tourisme pour conforter et pour porter plus haut les autres filières économiques. Ce qui a amené, par exemple, à des... J'ai presque fini. Et ce qui a amené, par exemple, à des campagnes de promotion l'année dernière, en décembre, sur les fruits de La Réunion, parce qu'on était en pleine période d'exportation de fruits, et on avait souhaité accompagner la filière des fruits tropicaux par le prisme de la marque, qui finalement n'apparaît pas tellement sur le visuel, mais avec un comité de marque qui réunissait plus de 150 adhérents. Les idées de mise en réseau des 2 filières avaient plus facilement émergé et nous avaient permis de porter cette campagne. J'ai parlé du Grand Raid et sur le mélange de la filière audiovisuelle cinéma avec la filière touristique. Naturellement, quand on fait la promotion d'une Réunion qui pourrait être terre de tournage, parce qu'on a des paysages magnifiques qui pourraient permettre de tourner le monde à La Réunion. Finalement, c'est toute une filière audiovisuelle qui travaille avec des hébergements, des producteurs audiovisuels, des intermittents du spectacle et des figurants. Et aujourd'hui, si on n'avait pas ce comité de 150 adhérents qui continue de croître, même après 1 an de fonctionnement, je pense qu'il serait difficile, en tout cas, d'avoir une gouvernance qui ne mêle pas ces filières pour espérer avoir des pratiques innovantes et des nouvelles idées pour toujours avoir l'objectif de mettre La Réunion en l'air, qui est une expression créole, qui veut dire aussi porter La Réunion au plus haut. Et je pense que j'ai fait le tour et je vous remercie en espérant avoir été la plus claire possible. Merci Madame Laurette pour cette présentation et ce partage d'informations sur la destination Réunion. J'ai pris beaucoup de notes, vous l'avez vu, hein. Il y a des éléments communs dans mes notes avec le témoignage de Patrick Cerveau, notamment en ce qui concerne la relation avec l'organisme de formation qui est l'IAE de La Réunion.
c'est intéressant de voir qu'on a donc avec nous une ancienne, voilà, une ancienne alternante, une ancienne étudiante, et qu'effectivement l'UMIH organise. Avec l'IAE, nous allons signer une convention de partenariat. Très bien, c'est parfait. Félicitations, parce qu'effectivement, les IAE sont présents sur les territoires justement pour accompagner les entreprises dans la problématique justement de leur développement au niveau des ressources humaines. Et on sait que dans le tourisme, la problématique est brûlante, puisque justement, il faut être capable d'attirer des personnels et de les fidéliser. Alors, je pense qu'il y a des spécificités au niveau de la Réunion sur l'aspect management RH. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. J'ai noté d'autres éléments. En fait, dans ce que vous avez présenté, Madame Laurette, il y aurait beaucoup d'éclairage théorique à apporter. Parce qu'en fait, sur l'attractivité, vous avez bien exposé ces différentes dimensions, notamment économiques. Et quand on fait un focus sur la dimension touristique, effectivement, à ce moment-là, l'attractivité, on se rend compte qu'elle est également diverse, puisqu'elle repose sur différents types d'attraits, différents types de patrimoine. Et vous nous avez montré les différentes formes de patrimonialisation qui peuvent être mises en œuvre, avec la mise en tourisme que ça implique. Et j'ai par ailleurs apprécié, on y reviendra peut-être, sur vous avez présenté donc l'aéroport Roland-Garros comme étant un aéroport bioclimatique. On connaît l'importance de l'impact carbone des mobilités touristiques, et donc justement avec la nécessité de chercher justement à les minimiser. On y reviendra par ailleurs. Et peut-être juste avant de passer la parole à notre troisième intervenante, je veux juste rebondir sur un de vos mots-clés également. Vous avez parlé d'authenticité. Là, il faut que vous sachiez que dans le monde de la recherche en management du tourisme, justement, on se pose beaucoup de questions sur l'intégration des outils technologiques tels que l'IA, par exemple, et sa capacité à conserver l'authenticité du service touristique, ce que vous voyez tous les jours avec vos membres à l'UMIH. Par exemple, il y a des recherches qui sont conduites en ce moment pour essayer d'identifier comment un processus de réservation hôtelier qui serait gamifié, c'est-à-dire qui utiliserait les principes du jeu pour accompagner le client jusqu'à la réservation, pourrait en même temps maintenir l'authenticité que le touriste est en droit d'obtenir dans le cadre d'une prestation touristique. Donc vous voyez, c'est des problématiques qui sont à la frontière des connaissances, et on a besoin justement de placer des doctorants sur ces sujets. Donc votre destination, Lévi, et on espère pouvoir vous partager également ces connaissances à l'avenir. J'appelle tout de suite donc la troisième participante à la table ronde. Je vais faire une petite manipulation. Je ne sais pas si c'est apparu. Non. Voilà Madame Mathilda Zenagadin, directrice tourisme et espace naturel. Est-ce que j'ai bien prononcé? Pardon. Zeganadin, pardon. Donc, directrice tourisme et espace naturel au département de la Réunion. Et vous allez nous exposer la question de comment gouverner les paradoxes. Superbe question. Je vous passe la parole et pendant ce temps-là, j'indique votre diaporama. Bonjour et donc merci. Donc je suis, le temps que la présentation s'installe, donc effectivement Mathilda Zeganadin. C'est ça, merci. Donc je suis directrice du tourisme et des espaces naturels au département de la Réunion, et effectivement rien que dans le libellé de mon poste, on pourrait voir un paradoxe, puisque entre le développement touristique et la préservation des espaces naturels qui sont vaste propriété au niveau du département, on peut avoir aujourd'hui, en tout cas dans mes actions quotidiennes, et nous allons le développer, avoir quelques difficultés ou quelques incohérences parfois, que justement, alors on pourrait l'appeler pratique innovante, mais que dans notre quotidien, on s'attache à essayer de résoudre, de lisser, ou en tout cas d'améliorer. Donc le département, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le département intervient sur le volet touristique? Tout simplement parce qu'à La Réunion, il est propriétaire de 100 000 hectares donc, de forêt, et que cette forêt, comme on le sait, on a parlé du Grand Raid juste avant, la forêt, les espaces naturels du département sont un des points d'attractivité essentiels au niveau de la Réunion. On parlait d'authenticité, on parle aussi tout à l'heure peut-être d'identité. Et l'identité réunionnaise se démarque aussi beaucoup par ce site qui est classé aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc cette spécificité aujourd'hui, depuis 30 ans désormais, le département s'attache à mener une politique de préservation de ces espaces avec tout un programme que je vais vous relater juste après. Et depuis quelque temps, donc avec les événements qui ont été aussi évoqués tout à l'heure, hein, les crises sanitaires, l'éloignement, la prise de conscience aussi du bilan carbone d'un déplacement dans l'esprit des visiteurs, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements finalement dans les comportements et le département cherche donc à essayer de continuer à préserver ces espaces naturels tout en prenant en compte l'ensemble de ces grandes évolutions. Donc, pour revenir, avant de vous présenter plus ou moins les quelques pistes d'innovation que nous mettons en œuvre dans le cadre de nos activités, d'abord vous présenter quelles sont les actions déjà du département en matière de préservation. Donc, pour préserver ces espaces naturels, nous sommes aujourd'hui dans une relation, dans une gouvernance et un écosystème particulièrement large entre le conservatoire botanique naturel, entre le parc national, les services de l'État, notre opérateur essentiel qui est l'Office national des forêts, et tout un écosystème aujourd'hui associatif compte tenu de l'attractivité du sujet aujourd'hui sur la transition écologique, avec qui nous devons travailler et qui nous permettent de développer l'ensemble des programmes aujourd'hui que j'ai résumés sur ces 3 items qui sont là. Donc conserver. Vous savez que sur les espaces naturels, nous avons une première menace qui est l'invasion par les espèces exotiques. Donc on parlait tout à l'heure du bois de goyavier, mais nous avons une multitude d'espèces exotiques qui aujourd'hui, avec l'évolution climatique, est de plus en plus dynamique et devient particulièrement agressive et pourchasse et même élimine parfois nos espèces endémiques et indigènes. Donc c'est un programme qui aujourd'hui, dans le budget de ma direction, représente à peu près le tiers de notre travail, avec une partie évidemment financée par l'Europe, mais une grande partie due tout simplement au volontarisme du département pour maintenir ce label sur lequel aujourd'hui nous avons, nous nous appuyons beaucoup pour rendre attractif et pour marketer notre territoire, le label patrimoine UNESCO. Donc pour pouvoir le marketer, pour pouvoir le maintenir, il faut savoir que nous avons des contrôles réguliers de ces programmes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et c'est un travail quotidien d'à peu près 200 ouvriers qui sont sur le terrain et qui permettent justement de garder ce label et de poursuivre cette attractivité. Donc ensuite, évidemment, on parlait d'emploi tout à l'heure. Tout ce travail est aussi un socle vecteur d'emploi important. Et nous avons, nous aussi, un camarade à la DETS avec qui nous travaillons pour pouvoir justement créer une vraie filière d'emploi dans ce domaine du génie écologique. Et donc, on a un programme d'encadrement et d'insertion important que nous menons à la fois avec des entreprises d'insertion, mais aussi tout simplement avec notre partenaire ONF. Donc tous ces enjeux de conservation, évidemment, ils sont aussi complétés par tout un travail d'entretien au quotidien que font l'ensemble de nos opérateurs sur les sites, puisque vous savez que si on n'entretient pas, évidemment, les espèces envahissantes ne sont pas que floristiques, mais aussi faunistiques. Et donc, nous avons des chats, des rats. Récemment, encore, on parlait des cochons. Mais malgré tout, ça n'est pas qu'anecdotique. Ce sont des vraies menaces. Donc, si on n'entretient pas ces 100 000 hectares de forêt pour permettre justement de maintenir cette attractivité touristique, il n'y a rien qui va se passer. On va partir à la catastrophe. Donc, au-delà de cette préservation, nous menons aussi des gros programmes de restauration. Donc, la restauration passe par de la replantation, assis sur tout un système scientifique justement pour innover sur les méthodologies de restauration. Donc, on plante, mais aussi on essaye d'innover sur les méthodes de semis. Enfin voilà, je vais pas m'étendre aujourd'hui, mais c'est là aussi que se situe l'innovation, avec tout un parterre de partenaires que sont le CIRAD ou l'université justement assez régulièrement. Donc nous avons, au-delà des forêts, nous sommes aussi propriétaires de pas mal d'espaces naturels. Donc ça peut être des tunnels de lave, ça peut être des petites forêts de moyenne altitude qui permettent justement à ce que des scolaires
ou des touristes justement dans le cadre d'un programme de mise en valeur de l'ensemble de ces espaces naturels, des touristes qui peuvent venir avec une accessibilité justement facilitée par nos opérations d'aménagement, découvrir la biodiversité de l'île. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas uniquement un tourisme sportif de haut niveau qui arpente nos forêts, mais nous avons aussi du tourisme familial et parmi les touristes extérieurs aussi des familles qui souhaitent découvrir sans trop de peine les espaces naturels. Et le département dispose d'une trentaine de petites forêts comme ça, à proximité en lisière urbaine, qui permettent de découvrir justement ces différents espaces naturels. Donc ensuite, bon, sans aller dans le détail, mais nous avons évidemment plein de schémas largement validés par un ensemble de scientifiques, des plans de massifs, des aménagements forestiers, des plans de gestion, des arboretums, qui nous permettent justement d'asseoir en fait toute notre action opérationnelle de préservation, de restauration et de sensibilisation sur des structures administratives solides. La sensibilisation, c'est aussi un pan important de notre activité. En ce moment, vous avez les fêtes de la nature. Donc la sensibilisation, c'est évidemment la répétition, mais c'est aussi la découverte. Et cette année, tout particulièrement, nous avons mis en place un planning de chantier participatif, puisque après avoir échangé avec pas mal d'acteurs du terrain, il s'avère que les évolutions aujourd'hui tourisme durable, dès lors que, aujourd'hui en tout cas, on note cette tendance du touriste qui souhaite découvrir par l'action. Et pour le coup, ces chantiers participatifs aujourd'hui connaissent un succès. On est content parce que c'était un pari assez osé, parce que dire aux gens de venir pour lutter contre les espèces exotiques, en gros arracher les herbes, c'était pas forcément glamour au départ, mais on voit que accompagné finalement d'une sensibilisation, d'une découverte, d'explications, peut-être de chantiers de récolte pour pouvoir essayer aussi d'expliquer les périodes de fructification, les bons gestes sur le terrain, ça a fini par avoir un franc succès. Donc chantier de récolte, de plantation et de lutte. Et puis nous sommes aussi ambassadeurs aussi de fresques de la biodiversité. Donc nous avons des formations de fresqueurs en interne pour justement essayer d'accompagner et aider finalement la population à mieux comprendre, à s'exprimer aussi, puisque c'est aussi une base de données qui est importante pour nous, à s'exprimer pour comprendre, pour nous expliquer eux finalement qu'est-ce qu'ils comprennent de la biodiversité, qu'est-ce que la biodiversité pour eux et comment est-ce qu'ils verraient leur part finalement dans cette préservation de la biodiversité. Voilà, donc on a un paquet d'outils finalement, je réalise. Hein. Et pour le coup, en termes de timing, c'est peut-être un petit peu long, je suis désolée. Donc, je poursuis sur les autres thèmes qui sont gérés. Donc là, c'est l'autre face, finalement, une fois que l'on a préservé, restauré, sensibilisé, comment tout de même aménager et développer nos sites. Donc, nous avons là aussi, dans une démarche un peu nouvelle, travaillé sur un schéma directeur d'aménagement et de développement des espaces naturels. Donc, sur ces 100 000 hectares de forêt, comme sur notre trentaine d'espaces naturels, nous avons réuni à la fois, donc autour d'une même table depuis 1 an à peu près, le parc, l'ONF, l'ADEAL, les scientifiques, les associations environnementales, les OTI, les intercommunalités, donc avec un travail évidemment où d'abord il a fallu apprendre un petit peu à découvrir un petit peu les actions des uns et des autres, et puis accepter finalement les doctrines aussi des uns et des autres. On parlait tout à l'heure de verticalité dans la petite vidéo que vous aviez proposé, on parlait de cloisonnement, et bien justement la méthodologie qu'on a mis en place pour valider, pour travailler sur ce schéma directeur, pour que le département sur ces sites puisse avoir une doctrine partagée et puisse mettre en place un programme d'investissement qui soit adapté au mieux à la fois aux enjeux de conservation et aux enjeux d'aménagement et de développement. Nous avons mis tout ce monde-là autour de la table. Et aujourd'hui, donc 1 an après la mise en place de ces différents ateliers, déjà il y a un dialogue, ce qui est quand même, en tout cas pour une collectivité sur des sujets aussi sensibles, je trouve que, en tout cas nous en sommes satisfaits.
des groupes de travail, des échanges qui se font de manière régulière. Et là, pour citer un exemple, nous avons un travail que nous menons sur les trails, justement. Quel impact aujourd'hui des trails sur le territoire, puisqu'on voit que en quelques années, le nombre d'événements a doublé. Aujourd'hui, il y en a un par week-end. On parle du Grand Raid, mais aussi on parle du reste. Et pour mettre en place une manifestation, il y a non seulement le jour même de l'événement, mais il y a tout le temps de préparation aussi. Donc les territoires sont extrêmement éprouvés aujourd'hui. Donc nos un peu gardiens de la biodiversité que sont le parc et l'ONF nous le disent, la pression sur les sites est importante, mais comment faire pour que nous puissions malgré tout accompagner et développer. Donc ça aboutit sur des chartes qui seront validées, qui sont déjà proposées à un panel d'organisateurs à qui évidemment on a soumis l'ensemble de nos projets et qui nous permettent justement d'espérer qu'à un moment donné ce juste milieu soit trouvé. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc schéma directeur d'aménagement qui est totalement lié ensuite à la commission départementale des espaces sites et itinéraires, donc qui va permettre avec les collectivités, avec les communes notamment propriétaires de sentiers également, et puis surtout en première ligne des différentes manifestations, donc permettre que ces collectivités puissent participer, sécuriser et en même temps accueillir raisonnablement l'ensemble des manifestations sportives en lien avec les organisateurs. Donc ensuite, on a un ensemble de programmes de travaux que l'on met en œuvre. Donc là, je vous ai mis quelques petites illustrations. Mais par exemple, pour la première que vous voyez, où vous avez la coulée de 2007, pour mettre en valeur le parcours avec quelques petits QR codes qui vont expliquer finalement le parcours de cette coulée et donner de l'information aux touristes qui souhaitent visiter, tout en discrétion, en ne dénaturant pas le site. Il nous a fallu 4 ans. Donc c'est particulièrement complexe, mais on en est fiers parce que pour le coup aujourd'hui, le parc nous demande de mettre en route en fait des plans d'aménagement pour les autres millésimes de coulée. Donc on voit bien que cette difficulté finalement de coordination et de validation de programmes de construction en milieu naturel, certes c'est complexe, mais tout le monde l'appelle finalement de ses voeux parce que ça finit par permettre justement un accueil encadré et accompagné du visiteur, et ça met en valeur comme tout le monde le souhaite. Nous avons aussi donc des gîtes publics, comme vous le savez, avec le gîte du Volcan, qui est le fleuron de notre politique de réaménagement et de réhabilitation d'un ensemble de sites gîtes publics. Enfin, je terminerai, puisqu'on a déjà fait un petit signe, sur ce pari justement, avec les trois piliers justement du pari. Nous, c'est comme ça en tout cas qu'on l'a résumé. Ce sur quoi aujourd'hui on souhaiterait que notre feuille de route s'appuie un peu plus, c'est tendre vers un modèle économique innovant. Parce que je vous parlais tout à l'heure des ressources RH pour aller sur le terrain, parce que même si aujourd'hui on arrive à mettre en place des programmes d'action, d'intervention sur le terrain pour lutter, conserver, restaurer, sensibiliser, eh bien ces métiers sont particulièrement difficiles et on a peu d'attractivité. Personne, aucun ouvrier ne veut être aujourd'hui en PEC, gagner 800 €, faire 2 heures de marche pour aller faire un chantier de lutte et redescendre le soir en dehors de ses heures de travail pour atteindre son lieu de travail 3 à 4 jours par semaine. C'est difficile aujourd'hui pour les employeurs de trouver finalement de la ressource, alors qu'en contrepartie, on peut avoir finalement des entreprises d'espace vert qui ne sont pas du tout formées en la matière, qui, elles, seraient intéressées. On les a rencontrées. Ils nous ont dit, écoutez, donnez-nous finalement la visibilité du marché potentiel qu'il y aurait pour travailler sur cette lutte contre les espèces exotiques. Donnez-nous aussi, bien entendu, un encadrement formation scientifique, puisqu'on n'y connaît rien. Et nous, on vous mettra le dispositif en place. Donc ça, c'est vraiment une piste de travail sur laquelle on travaille. On se met en ordre de marche. Donc c'est vraiment trouver, mobiliser des nouvelles ressources, rechercher des nouveaux partenariats. Évidemment, je l'ai dit, décloisonner, améliorer la transversalité et positionner aussi l'usager au centre de toutes nos politiques. On parle beaucoup dans le domaine de l'aménagement de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, mais la maîtrise d'usage, ça serait bien aussi qu'on y songe et que du coup, on puisse avoir
enfin au centre ou en tout cas autour de la table, l'usager pour le sensibiliser. Parce qu'après, j'arrive au deuxième item qui est d'assumer les parties pris d'aménagement. Quand sur un espace naturel, on ne met pas de toilette, il faut l'assumer. Aujourd'hui, je sais que c'est une problématique qui est récurrente. Ouais. Je sais que c'est une problématique qui est récurrente, mais il va falloir à un moment donné l'accepter et l'assumer tous ensemble, que on ne peut pas avoir des parkings au pied du sentier, qu'on ne peut pas avoir les restos, le bar ou les toilettes au pied du sentier. C'est ce qui aussi va permettre de préserver et continuer d'avoir un site qui restera attractif et un label qui réponde bien aux enjeux de conservation. Voilà, donc ensuite le troisième point, c'était donc rechercher ce point d'équilibre, mais je crois que tout mon propos a été plus ou moins voilà, complété avec ce point transversal qui est la recherche du point d'équilibre. Point d'équilibre sur quoi aussi? Sur la fréquentation, puisque bien sûr, avec que ce soit le développement d'une marque, que ce soit avec voilà toutes sortes d'actions que l'on pourrait mettre pour promouvoir la destination Réunion. L'objectif, c'est bien de trouver ce point d'équilibre entre la capacité de notre territoire et le souhait de développement, de visibilité, de lumière finalement que l'on recherche. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a également beaucoup de liens avec les recherches scientifiques sur le sujet du tourisme. Particulièrement, je reste très intéressé par le rôle justement du département dans la formation des acteurs sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de l'outil que sont les fresques, outils, on va dire, à la mode actuellement, hein, avec la fameuse fresque du climat, mais effectivement, je m'attendais à ce que vous puissiez nous parler aussi de la fresque de la biodiversité. Donc effectivement, on voit la nécessité pour les acteurs publics d'accompagner les acteurs sur le terrain, justement, autour d'une action collective dans le sens de l'attractivité du territoire au final. Donc c'est un rôle qu'il faut assumer. Intéressant aussi ce que vous nous avez expliqué sur le fait d'assumer certains partis pris d'aménagement. Donc merci. Je vous invite à garder ce micro. Si vous le souhaitez, il y en a même un autre. Je vous le donne. Donc, notre premier intervenant tout à l'heure, hein, donc Monsieur Cerveau, vous appeliez de vos voeux la nécessité d'être réunis avec d'autres acteurs pour parler du tourisme. Donc, ce qu'on va faire, comme notre temps est compté, c'est que je vais essayer d'être efficace sur ma prise de parole de manière à ce qu'on puisse conserver à minima 10 minutes pour pouvoir ensuite échanger sur certains points que vous aurez estimés intéressants. Si ça va bien à mes collègues des EIT, que l'on fonctionne comme ça. OK. Donc, je me suis déjà présenté en quelques mots. Je bascule donc directement sur mon diaporama. Alors, à partir de ce diaporama, moi, je voudrais transmettre le message qui tourne autour de cet enjeu permanent pour les destinations touristiques d'impliquer toutes les parties prenantes. Alors au final, vous l'avez déjà plus ou moins dit, hein, vous l'avez expliqué cet enjeu avec justement vos prismes particuliers en fonction des structures que vous représentez. Donc là, mon rôle, moi, universitaire, c'est peut-être vous exposer eh bien, les cadres théoriques que l'on utilise pour comprendre cet enjeu et pour pouvoir l'éclairer de manière à faire progresser eh bien, les acteurs qui y sont confrontés. Donc cet enjeu permanent de l'implication des parties prenantes, en fait, dans un premier temps, on en parle avec une grille de lecture qui relève, alors mes collègues dans la salle sont en management public, mais je pense qu'ils ne m'en voudront pas aussi de parler de management stratégique. En sciences de gestion, je disais ce matin en ouverture, on a plusieurs sous-disciplines des sciences de gestion, c'est d'ailleurs pour cela qu'on emploie les sciences de gestion au pluriel. Donc moi, je viens essentiellement du management stratégique et on a des cadres en fait, de compréhension de l'activité sur les territoires qui sont bien précis et qui relèvent dans un premier temps de l'idée de la mise en œuvre d'une démarche collective. Donc entre acteurs
qu'il faut, si je reprends certains de vos mots-clés, coordonner, aligner, tout ça, c'est du vocabulaire qui relève du management stratégique, qui à ce moment-là peut amener des éléments de compréhension sur le comment faire. Alors, sauf que, et c'est ça qui fait tout l'intérêt du secteur du tourisme, et vous nous l'avez exposé, eh bien, le secteur du tourisme, il a des particularités. Et la principale particularité, c'est que les acteurs que un organisme de gestion de destination que vous pouvez représenter, madame, eh bien, ces acteurs, vous n'avez aucune forme de lien hiérarchique avec eux. Vous n'êtes pas capable, par exemple, d'inciter l'UMIH et ses adhérents sur un certain niveau de tarification pour les nuitées hôtelières, alors que vous pourriez rêver de pouvoir justement influencer le tarif des chambres pour faire du revenu management de destination, par exemple. Donc en fait, tous les cadres que l'on connaît en sciences de gestion et qui s'appliquent très bien au monde de l'entreprise, quand on les transpose à la situation de la destination touristique, au territoire, eh bien, ça nous donne une ouverture sur de nombreuses problématiques, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc je voulais mettre l'accent sur quelques points, par contre, quelques éléments théoriques qui justement font que cette spécificité du management des destinations touristiques prend corps. Donc dans un premier temps, vous avez vu, je l'ai employé, j'ai parlé des organismes de gestion de destination. Et j'ai piloté un ouvrage en 2021 avec mon collègue qui maintenant est à la retraite, Jacques Spindler, où on a justement discuté de ce concept et des organismes de gestion de destination, alors qui vont intervenir après à différentes échelles, et vous pouvez représenter ces différentes échelles. Vous avez aussi cité les OTI, bien entendu. Donc, ces organismes sont bien les acteurs du management stratégique sur la destination, avec les spécificités du secteur dont on a commencé à parler, et notamment le fait que le lien hiérarchique qu'on peut retrouver dans les entreprises n'existe pas là sur ce terrain. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve pour les OGD dans la mise en place d'une stratégie qui se veut collective, puisque les touristes viennent consommer, je mets ça entre guillemets, mais ils viennent quand même consommer une destination touristique qui est une chaîne de valeur touristique. Donc, il faut aligner tous ces acteurs, et ça se fait en fait au sein d'un continuum avec d'un côté le cadre juridique que l'on connaît, la loi NOTRe. Voilà, il y a des particularités effectivement de la mise en œuvre de cette stratégie touristique. Et d'un autre côté, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, la spécificité des acteurs. Et je cite déjà un auteur ici qui est donc Olivier Torres, spécialiste de la spécificité des acteurs de petite taille. Il faut savoir qu'il y a donc des collègues universitaires qui travaillent sur ces spécificités, ces particularités, qui font qu'ensuite, quand un OGD veut impulser une démarche collective, eh bien, il faut qu'il le fasse en ayant conscience des acteurs auxquels il s'adresse et de leurs particularités. C'est tout l'intérêt justement du management du tourisme. Alors, d'autres éléments d'éclairage théorique, c'est la théorie de l'agence. La théorie de l'agence, justement, nous permet de bien distinguer un mandant, un mandataire. Voilà, donc cette idée aussi que les OGD peuvent être les bras armés justement de la collectivité. Donc, mais évidemment, ça ne se passe pas de manière aussi simple avec cette particularité des liens hiérarchiques. Alors, les parties prenantes, vous l'avez dit, hein, c'est un cadre théorique qu'on utilise beaucoup. Les parties prenantes interviennent au sein de cette chaîne de valeur touristique et il est nécessaire de les coordonner. Alors, c'est une théorie qu'on mobilise beaucoup et plus récemment, on s'est plutôt intéressé à la théorie des réseaux. Alors là, c'est intéressant parce que ça permet d'étudier comment justement cet OGD va pouvoir mobiliser son réseau et l'amener dans une certaine direction. Donc là, on est dans une logique vraiment de management stratégique de territoire. Et ce qui intervient dans la littérature, c'est deux temps. Dans un premier temps, on cherchait à identifier comment visualiser ce réseau. Parce qu'en fait, vous avez vos adhérents, vous en avez parlé hein, tout à l'heure, 150, j'ai noté, c'est ça, dans réseau avec le Z, c'est ça. Hein. Mais peut-être qu'en fait, sur votre territoire, il y en a 450. Et donc, au final, vous avez un nombre d'adhérents qui n'est pas exhaustif du territoire, alors que, en théorie, et je pense que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il faudrait que vous ayez tous les acteurs de votre territoire en tant qu'adhérents pour mettre en place une stratégie collective. Donc, dans un premier temps, en mobilisant cette théorie, les chercheurs ont cherché à
Oui, les chercheurs ont cherché, c'est pas mal. Donc les chercheurs ont trouvé comment faire pour visualiser les réseaux. C'était une première étape. Et dans une deuxième étape, les chercheurs ont trouvé comment expliquer justement ces réseaux et surtout les acteurs qui s'y trouvent. Et ça s'explique par les cadres théoriques qui relèvent du capital social, les travaux Napiet-Gauchal, certains de mes collègues connaissent très bien, donc qui permettent de comprendre comment certains acteurs interviennent dans votre réseau et d'autres pas. Et donc là, ça apporte des connaissances. Mon collègue David Carassus le disait ce matin, l'objectif pour nous chercheurs, c'est aussi de produire des connaissances que vous puissiez actionner. En l'occurrence, cela permet de vous préciser comment vous adresser à certains acteurs en fonction justement des différentes dimensions de ce capital social. Parce que tous les acteurs n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et quand on parle des petites entreprises, il faut parler aux dirigeants de l'entreprise, qui peut être propriétaire ou pas, ça a des incidences, vous pouvez l'imaginer. Ce que je voulais, c'était vous montrer que nous, chercheurs en sciences de gestion, on travaille justement sur ces problématiques, vous fournir des éclairages vous permettant d'être plus efficace dans la conduite de votre politique. Alors évidemment, tout ça, c'est très bien. Et alors en plus, s'ajoute une difficulté qui est justement l'irruption de l'anthropocène, avec ce défi de l'habitabilité durable. Ce matin, dans la vidéo que nous vous avons présentée, on avait une carte de l'Hexagone dans laquelle on voyait donc l'impact de la montée des eaux sur les hébergements. Je me suis posé la question avec mon voisin de savoir ce qu'est cette carte ici à La Réunion. J'imagine qu'elle peut être impactante pour des communes telles que Saint-Gilles ou Saint-Pierre que j'aurai la chance de visiter en fin de semaine. Donc voilà, ce défi de l'habitabilité durable, il pose question et il vient justement rajouter de la complexité dans ce tableau que je suis en train de dépeindre qui mobilise déjà beaucoup de théories pour accompagner les acteurs du terrain. Alors, dans la diapositive qui suit, je voudrais vous montrer, je me suis prêté à une petite expérimentation en utilisant l'IA. Alors, quand je l'ai fait, j'ai quand même, alors vous savez, on dit qu'on tourne la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Bon, là, j'ai plutôt tourné mon doigt autour de ma souris 7 fois avant véritablement d'aller sur ces outils que sont ChatGPT, Mistral et Idéogramme pour utiliser le même prompt pour voir quelle était l'image qu'ils allaient me produire. Pourquoi est-ce que j'ai hésité? Parce que je sais quel est l'impact de l'utilisation de ces outils. Il faut quand même le savoir. Par exemple, je vous invite à éviter d'être poli quand vous utilisez ChatGPT parce que chaque fois que vous utilisez un mot tel que bonjour, merci, salut, au revoir, en fait, ce sont des requêtes. Et toutes ces requêtes, elles ont un petit impact carbone. Donc en fait, on devrait s'exprimer de manière directive et autoritaire avec ces outils, sauf qu'on ne le fait pas parce que nous sommes des êtres humains et on a en plus une vision anthropocentrée de ces outils. Donc voilà, bref, ça c'est un autre débat. Alors, une fois que j'ai eu pris la décision d'utiliser le même prompt pour leur demander à ces IA, au final, propose-moi une illustration qui mette en lumière la complexité du management d'une destination touristique et de la gouvernance des territoires que sont les destinations. Et en fait, ce qui est super intéressant, à mon sens, c'est que ces 3 IA ont donné des productions complètement différentes. Comme vous le voyez, ChatGPT à gauche, on a bien la circularité. Moi, j'y vois la chaîne de valeur touristique. Avec, vous voyez le bateau à gauche sur la mobilité, puis il y a les habitants, puis il y a des hébergements. Et il y a en fait effectivement une usine qui doit produire des produits nécessaires à la prestation touristique et à l'expérience du visiteur. On voit en plus tout en haut ce qu'on pourrait appeler l'OGD qui effectivement coordonne tout ça. C'est étonnant de voir comment l'IA justement a produit cette image. Mistral par contre qui est l'IA française, alors là on a l'espace réservé aux touristes, c'est comme ça que je la comprends, donc évidemment c'est très interprétativiste ce que je fais là. On a l'IA qui a défini un espace dédié aux touristes au milieu, donc on y voit bien l'île de la Réunion avec ses hôtels luxueux, et tout autour, qui n'existe pas effectivement, et tout autour, moi j'y vois en fait l'ensemble des fonctions support nécessaires en fait à toute cette prestation touristique, et donc j'y vois des habitants qui doivent se loger, qui doivent se déplacer, donc ça pose des questions ensuite pour les destinations qui sont up to date, j'ai envie de dire. Alors même si la saisonnalité n'est pas la même ici à La Réunion que sur l'Hexagone, sur l'Hexagone, la grosse problématique, c'est l'hébergement du personnel saisonnier sur la destination, parce qu'effectivement, c'est une fonction support qui doit être
qui doit être sur place pour pouvoir répondre aux attentes de la clientèle. Et le dernier, à droite, idéogramme, ben là, on a vraiment le réseau. Vous voyez, tous les acteurs sont reliés dans la partie haute et on a cet être humain qui a à côté de lui un tas de planches. Il lui manque plus qu'un marteau et des clous pour en fait construire le réseau. Et c'est intéressant. Alors, idéogramme, peut-être que vous connaissez pas, c'est une IA canadienne. Donc là, on a la vision de l'IA américaine, française, canadienne, 3 visions différentes à partir du même prompt. Donc, ce qui implique aussi que on peut avoir toutes et tous des visions différentes, effectivement, de ce que c'est que la gouvernance touristique et le management des destinations touristiques. Un autre point, ce sera mon dernier point, comme ça après on garde un petit peu de temps pour échanger, même si le temps passe vite, c'est déjà 15h24. J'ai particulièrement apprécié Madame Zéna Gadin, c'est bien ça, hein? C'est pas possible. Pardon. Je le note. Alors, Madame Zéganadin, voilà. Mathilda, on va faire ça. J'ai particulièrement apprécié, on va le faire comme ça. Vous pouvez m'appeler Laurent, hein, d'accord? J'ai particulièrement apprécié votre prise de parole. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous représentez un actant. Alors, je parle en présence de mon collègue universitaire qui maîtrise bien le cadre théorique dont je vais parler là, qui est la théorie de l'acteur réseau, Calon, Latour, tout ça, en fait, c'est vraiment là, on est à la frontière aussi des connaissances en management du tourisme. En fait, on se dit, mais pour co-construire des expériences touristiques, tous les actants interviennent. Et les actants sont humains et non humains. Et en fait, vous représentez, vous l'avez très bien dit, avec l'Office national des forêts, ce patrimoine mondial de l'UNESCO qui est la forêt, 100 000 hectares de forêt, j'ai noté. Et vous l'avez dit, c'est un attrait qui fait la compétitivité de la destination, donc qui intervient en fait dans l'expérience des touristes. Sauf que cette intervention du non-humain, c'est nous les humains qui l'organisons. Donc c'est nous qui la rendons, qui la traduisons, qui la médions. Et ça, c'est un sujet hyper intéressant. Alors je vais juste, pour qu'on garde du temps justement, j'avais cherché à faire un petit cas, mais au final, vous l'avez présenté. Je vois que je ne me suis pas trompé. Je suis allé chercher le Parc national de la Réunion. Voilà, et ce que je voulais montrer, c'est l'enchevêtrement entre l'humain et le non-humain. Les sentiers de randonnée, en fait, ils sont conçus en tenant compte de la conservation des sols, vous me corrigez hein, si je dis une erreur, de la faune endémique et des usages des habitants. Et là, on voit cet enchevêtrement entre humain et non-humain. Et c'est ça, justement, la logique de l'acteur réseau. Et ça nécessite justement des cadres cognitifs qui sont innovants. Et la gouvernance innovante, c'est aussi ça, c'est aller chercher de nouveaux cadres théoriques permettant d'accompagner le management du territoire. Et donc, je vais juste finir avec cette diapositive dans laquelle je voulais quand même indiquer les freins. Parce qu'évidemment, quand on le dit, ça paraît simple. Bien entendu qu'il faut qu'on se mette tous autour d'une table et que certains humains doivent représenter les non-humains. Mais quand il faut le faire, c'est plus difficile, il y a des freins qui interviennent. Alors j'ai essayé de lister quelques freins et je voulais vous montrer justement que des chercheurs travaillent sur ces freins. Et c'est ça qui est intéressant. Donc par exemple, quand on s'intéresse au côté économique, qui est un frein évidemment, hein, les acteurs, ils ont besoin de rentabilité à court terme parce qu'il y a les factures qui arrivent. L'URSSAF, vous allez parler du personnel à payer, donc effectivement, il faut une rentabilité à court terme. Voilà, et donc en fait, tout ça, ça peut amener effectivement une course en avant à l'activité. Et là, il y a un chercheur que je veux citer qui s'appelle Jonathan Cognard, qui est de Grenoble, qui a fait des recherches sur l'enneigement artificiel et qui a montré que sur les 20 dernières années, il n'y a aucun lien entre la production de neige artificielle et la rentabilité des destinations neige. Alors que, au contraire, intuitivement, on pourrait penser que oui. Une autre référence, c'est celle de Vincent Van de Vogel, qui fait sa thèse avec Rachel Bocquet, que certains de mes collègues connaissent très bien également à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et justement, il travaille sur le rôle de la nature dans la gouvernance des transitions vers plus de soutenabilité. Et je l'ai rencontré, lui, il travaille particulièrement sur l'agropastoralisme dans les Alpes et en quoi les vaches, dans certaines destinations, influencent en fait les décisions qui vont être prises en termes d'aménagement de la destination et de gouvernance. C'est à la frontière justement de ce qu'on sait et de comment on peut envisager la mise en place d'une gouvernance touristique. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas la citer, ma doctorante Caroline Leroy, enfin notre doctorante, pardon Benjamin, Caroline Leroy, qui travaille justement sur l'opérationnalisation d'un concept qui est le climax, qui vise justement à respecter le plancher social. Vous parlez tout à l'heure des salaires, effectivement, le plancher social et les plafonds environnementaux qui représentent justement l'espace dans lequel doivent se mettre en place les objectifs de la gouvernance touristique. Voilà.
Je me tais. Est-ce qu'on peut prendre quand même 5 minutes pour échanger? Oui. Merci à vous pour votre écoute. Je vais peut-être remettre la première diapositive. Allez-y, allez-y. Je vous ai parlé de lui tout à l'heure des hôtels, mais mon micro ne marche pas. Voilà, celui-là, il marche mieux. Mais bon, je ne suis pas que président de l'UMI, je suis avant tout réunionnais et engagé sur ce territoire. Le secteur du tourisme à La Réunion, c'est un peu d'hôtels, mais c'est aussi beaucoup d'acteurs, de petits acteurs. On a parlé de ce terme de petits acteurs depuis tout à l'heure. C'est grosso modo 5000 entreprises ou parfois des indépendants qui font le tourisme à La Réunion. Quand je descends à Mafat, en passant par le col des Bœufs, je retrouve le gars qui surveille le parking. C'est un opérateur. Et il a un rôle qui est très important parce que s'il ne surveille pas les voitures, je ne vais pas retrouver la mienne en bon état. Quand j'arrive en bas, je trouve Madame Thomas ou Madame Libelle qui tient le gîte. Et elle a un rôle important parce qu'elle fait vivre le cirque. Et on a vu que le tourisme, qui a une histoire courte à La Réunion, le tourisme a permis à des territoires de vivre. Le cirque de Mafat, il vit du tourisme. Aujourd'hui, quasiment tout le monde vit du tourisme, un petit peu de boulot avec l'ONF à côté, mais s'il n'y avait pas de tourisme, il n'y aurait pas de cirque de Mafat. Et c'est pour ça que dans notre stratégie de développement touristique, on va souvent vers des choses qui sont faciles. On dit, La Réunion est loin, c'est une destination qui se mérite, il faut qu'on ait une clientèle haut de gamme qui dépense beaucoup, qui a beaucoup d'argent, etc. Mais je pense que c'est un peu la facilité. Si on part sur ce choix-là, exit Madame Thomas, Madame Libelle, Madame Timon, etc. C'est fini, quoi. Et le tourisme, il doit être au service du territoire, il doit être là pour le développement du territoire. La formation, c'est quelque chose d'important, parce que à quoi ça sert d'avoir un tourisme à La Réunion si les acteurs du tourisme, ils ne viennent pas du territoire? Ça sera un tourisme importé. Et c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un tourisme qui fasse vivre le territoire. Je pense que cette remarque, en présence de Philippe Jean-Pierre, de l'IAE de La Réunion, qui s'occupe du master tourisme, effectivement, ça ne pouvait pas intervenir au meilleur moment. Il m'a payé pour le dire. Hein. Voilà, parfait. Est-ce que vous voulez illustrer un élément particulier ou la salle peut-être effectivement peut participer aux échanges. Je ne sais pas qui amène. Tiens, je donne le micro comme ça. Merci. Allez, on se le fait passer, on fait comme ça. Donc, Valérie Cadet, je suis directrice d'un office de tourisme qui travaille essentiellement sur deux axes qui sont là, qui d'abord sont la structuration de l'offre et le deuxième axe qui est l'introduction du parcours patrimonial, la notion de parcours patrimonial. Et effectivement, il m'est amené je dois parler du tourisme durable aujourd'hui plutôt que de tourisme tout court. C'est quand même assez dommageable. Il y a deux théories qui effectivement, deux chercheurs avec qui j'ai pu échanger. C'était une théorie autour de l'Anthropocène, évidemment. Donc, Nicolas Marca, Cramart, pardon, qui effectivement demande à ce qu'on réfléchisse un petit peu à ces notions d'analyse hybride. Il est lui-même aussi responsable de certains musées en Suisse, et en plus d'être chercheur. Et effectivement, il y a cette notion aussi portée par Guillaume Blanc, qui est aussi qui est le néocolonialisme vert. Et ces deux théories mélangées font qu'on arrive sur un secteur, sur une île comme La Réunion, sur les territoires insulaires, à se demander si effectivement ce schéma de globalisation, d'uniformisation, de mise en réseau, qui en soi est peut-être valable sur des espaces plus élargis et une histoire un petit peu différente, ne mérite pas une réflexion complémentaire autour de comment justement aller à l'unité la plus petite pour arriver à développer quelque chose et revenir à des classiques qui seraient par exemple pourquoi le tourisme serait pas, ou l'aménagement d'un territoire ne serait pas considéré d'abord comme devant être au service de la population, du voyageur local,
Et une fois satisfait, il y a une meilleure possibilité de différencier par rapport à un schéma adapté. Voilà, donc c'est vrai que dans tous les dispositifs que vous nous avez présentés, j'ai cette impression de devoir travailler beaucoup avec d'autres et par contre, effectivement, se poser la question de comment arriver à trouver la différenciation, l'élément valorisant, la valorisation de l'humain, de son histoire, dans toutes les théories, dans toute la dimension touristique. Je serais très, très preneur des éléments d'information complémentaires ou de théorie ou de recherche qui pourraient nous aider m'aider à justifier un petit peu cette logique, si elle est pertinente, bien évidemment. Je ne sais pas si la question m'est particulièrement adressée, mais je pense que c'est à l'ensemble de l'Assemblée, donc bien sûr. On oppose souvent le tourisme local au tourisme qui vient de l'extérieur. Les deux sont indissociables. C'est le propriétaire d'établissement qui parle. On ne pourrait pas faire fonctionner nos établissements 7 jours sur 7 uniquement avec la clientèle locale. Pourquoi? Parce que la clientèle locale, pour venir à l'hôtel, il faut qu'elle travaille. Et quand elle travaille, elle ne vient pas à l'hôtel. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité. On a un deuxième problème, c'est le niveau de vie. On a un niveau de vie à La Réunion qui est bien plus bas qu'en métropole. Pourquoi? On a 49% de la population active aujourd'hui qui travaille. Au niveau hexagonal, c'est 69% de la population active qui travaille. Et donc, on a un pouvoir d'achat qui est plus faible. C'est pour ça qu'il faut pouvoir compléter, jouer avec les deux tableaux, à la fois du tourisme local et du tourisme externe. Et aussi, c'est l'occasion de ramener sur ce territoire, de ramener de l'argent. Avant, on parlait de devises. On est tous en euros maintenant. Il ne s'agit pas de devises, mais c'est importer à La Réunion de la valeur pour pouvoir faire travailler des compatriotes. Je ne sais pas si ça va répondre à la question de Valérie, mais quand on a fait la campagne de fruits dans le métro en décembre 2024, je ne sais pas si vous y avez porté attention, mais on avait le terme litchi qui apparaissait sur la fiche de métro. Litchi, L-I-T-C-H-I, que nos collègues hexagonaux trouveront particulièrement normal, mais qui avait choqué pas mal de Réunionnais. Qui avait choqué pas mal de Réunionnais, sans causer pour autant un choc ou une crise. La presse s'en était pas emparée, on en était très content. Par contre, on avait réussi à le justifier avec la notion de cible. Effectivement, si je voulais toucher à la population locale à ce moment-là dans le métro parisien, ou même à la diaspora réunionnaise, qu'on voulait aussi sensibiliser et rappeler que même à 10 000 km, nos étudiants réunionnais, nos familles réunionnaises qui étaient à Paris auraient trouvé ça sympa de voir un ananas Victoria ou un litchi sur le métro. La question du I était vraiment par rapport à la cible marketing de l'export. À Rungis, là où sont exportés nos fruits, le terme qui est utilisé, qui est visible, c'est le I. Et on s'était dit qu'une fois qu'on aura semé cette présence réunionnaise à Paris, on va pouvoir à un moment dire chez nous, notre histoire, notre culture, elle met un E à litchi. Donc j'espère que maintenant vous allez utiliser prochainement le mot litchi avec un E, parce que vous avez l'anecdote. Mais c'est vrai que cette question est-ce qu'on favorise d'abord la population locale plutôt que la cible extérieure, elle est hyper importante parce que ça peut vite créer des frustrations, des agacements. Par contre, quand on a communiqué, moi je me rappelle avoir échangé avec une étudiante réunionnaise qui s'était vraiment offusquée au point de faire une publication sur TikTok. Quand on lui a expliqué le pourquoi du comment, elle m'a dit « Ok, là on comprend, ok, on ne s'offusquera pas et on n'ira pas aller décrier cette campagne. » Mais ça vient de l'idée de trouver aussi la cible à laquelle on s'adresse et les objectifs qui sont portés derrière. Et je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais en tout cas, ça pose la notion d'équilibre à trouver entre le côté local et le côté finalement extérieur. Oui, juste Gérard Zilli. Donc, le tourisme à La Réunion, Patrick l'a dit, il y a tout juste un peu plus de 50 ans. Un petit peu moins. Il a probablement... on a vu toutes les facettes du tourisme qui ont été exposées par les différents intervenants, notamment la région et le département. On a, au cours de ces 50 dernières années, navigué à vue.
avec des corporatismes forts, multiples, qui ont voulu imposer leurs idées, leur image. On a eu des messages vers l'extérieur ou vers l'interne qui ont varié au fil des ans et des décennies. Ça ne contribue pas à créer une image stable qui attire. Patrick le dit, aujourd'hui, le tourisme, établissement hôtelier, restaurant ou autre, ont besoin des deux tourismes. Celui qui vient d'ailleurs, celui qui vient d'ici. Ce que vous venez de dire, la remarque sur vous avez mal marqué l'expression réunionnaise, montre que ce corporatisme, même au niveau individuel, il n'est pas acceptable. Ce que je me réjouis aujourd'hui, c'est de voir une structure, le CRT, qui va essayer de coordonner. Coordonner ne suffira pas, il faudra aussi diriger. C'est-à-dire que si on veut que la Réunion gagne, il faudra que les égos des uns et des autres soient mis en sourdine. Il y a un intérêt général qui doit dépasser les intérêts corporatistes. Vous avez cité un certain nombre de sources universitaires qui ont fait des études là-dessus. Il faudrait les vulgariser non pas en langage universitaire, mais en langage concret de tous les jours, pour que 2 ou 3 idées fortes en ressortent et qu'elles fassent adhérer à la fois les professionnels et à la fois le public. Patrick le disait, le tourisme, c'est nous, c'est la Réunion, et c'est l'expression des Réunionnais qui doit faire le tourisme. On ne peut pas avoir un tourisme importé. Qu'on ait des imports pour financer les structures hôtelières, je veux bien. Mais quand vous êtes dans un restaurant ou dans un hôtel, ce que vous allez chercher, c'est l'âme du pays. Ce n'est pas celui qui vient d'Alsace. Donc il faut favoriser l'expression identitaire locale pour se créer une image. Il faut arrêter aussi d'avoir des structures. On a eu l'IRT, on a eu, au cours de ces 20 dernières années, on a eu 4 ou 5, Patrick le confirmera, structures différentes qui ont essayé de coordonner. Mais elles ont toujours été sabordées par les uns et par les autres. J'espère que la nouvelle structure, qui n'est pas encore opérationnelle, permettra d'aller de l'avant. Oui, non, je voulais pas forcément reprendre tout ce qui a été dit ou conclure. Je voulais surtout remercier l'IAE et Philippe Jean-Pierre pour cette invitation du département, puisque finalement aujourd'hui l'ensemble des échanges et puis les partenariats, les points de convergence confortent entre guillemets l'action du département sur l'ensemble de ces stratégies. Donc on vous a parlé des politiques opérationnelles, mais il y a aussi beaucoup d'orientations que l'on prend. Beaucoup de pistes aussi qui nous disent qu'il faut continuer à aller vers ces entreprises, aller vers ce volet scientifique et universitaire pour que justement on puisse avoir la meilleure action possible. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que peut-être malgré l'instabilité des instances de gouvernance qui pourraient exister, qui existera encore certainement, nous, au niveau technique, au niveau voilà, entre nous, entre guillemets, on pourra dire, il faut qu'on continue. Aujourd'hui, on a bien identifié cette nécessité de travailler ensemble et de penser finalement à tous les pans pour avoir une action la plus efficace. À mon sens, ce type d'échange et de partage est vraiment ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à travailler et aller dans ce sens-là qu'on est en train d'évoquer tous ensemble. Donc, merci beaucoup pour cette invitation.